Poutine a longtemps régné par la peur et le silence, faisant de l'information son arme exclusive. Il décidait de ce que les gens voyaient, entendaient, et de ce qu'ils étaient autorisés à croire. Mais tout cela appartient au passé. Il affronte maintenant une force impossible à stopper, intimider ou faire taire, qui se propage en Russie plus vite qu'il ne peut censurer. Les réseaux sociaux. Le Kremlin continue de mener une autre guerre contre les critiques à l'intérieur du pays. Il est très clair que les Russes considèrent déjà Internet comme une menace. Si vous ne restez pas silencieux, il existe maintenant de nombreuses règles répressives en Russie pour punir la dissidence. Derrière l'illusion du contrôle, son pouvoir politique s'effondre. Les discussions chiffrées, vidéos et publications virales affaiblissent le système qu'il a mis des décennies pour consolider. Dans ces fissures, quelque chose de dangereux se passe. Les Russes commencent à se voir, à parler et à douter. C'est ce point qui l'empêche de dormir, et l'a poussé à une décision si extrême que même les initiés disent qu'il a dépassé les limites. Retournons à l'origine. Pour comprendre à quel point la peur de Poutine envers les réseaux sociaux est profonde, il faut regarder à l'intérieur de la guerre numérique qui se déroule actuellement à travers la Russie. Poutine n'a jamais craint char ni missile. Il laissera une armée s'épuiser en Ukraine, voyant des bataillons disparaître dans la boue et le feu, tout en appelant cela des progrès à la télévision. Ce qu'il craint, ce sont les esprits indépendants qui peuvent se multiplier sans permission. Les chiffres le prouvent. Depuis l'invasion en février 2022, plus de 22 000 Russes ont été détenus, juste pour avoir exprimé une opinion que l'État n'apprécie pas, sans lancer de pierres, ni poser de bombes. Juste des mots, une publication, un commentaire, une vidéo. Pour lui, c'est de la rébellion. Mais les mots voyagent maintenant, dans des poches cachées, à l'intérieur de téléphones qui tiennent dans la paume de la main. Une publication sur la bonne plateforme peut toucher 1 million de personnes avant l'intervention des censeurs. En janvier 2021, Alexeï Navalny, à peine remis d'une tentative d'empoisonnement, que le Kremlin qualifie d'intoxication alimentaire, a publié son enquête sur le palais de plusieurs milliards de dollars de Poutine sur la mer Noire. La vidéo a été publiée sur YouTube et s'est rapidement propagée. En quelques heures, des chaînes Telegram ont partagé des cartes, des points de rendez-vous et des suivis en direct de la police lors des manifestations. Ce week-end, 110 000 personnes ont défilé dans 125 villes de la Baltique au Pacifique. La police a brandi des matraques, tiré des grenades assourdissantes et traîné des adolescents par les cheveux. Chaque passage à tabac était filmé sous plusieurs angles et partagé, suscitant la solidarité au lieu de la peur. Les Russes ont vu que leur dégoût était partagé. À Omsk, des grands-mères ont constaté que les étudiants de Saint-Pétersbourg subissaient le même sort. La peur, arme ancestrale du Kremlin, agit désormais dans les deux sens. Telegram a coordonné les foules en direct. WhatsApp a connecté les quartiers, bloc par bloc. Même les grands-mères novices sans smartphone ont appris à suivre les fourgons de police grâce aux discussions familiales, avertissant les cousins, à 2 quartiers, tandis que la police anti-émeute tournait rue du Lin. La télévision d'État diffusait bruyamment sa propagande, répétant les mêmes images d'agression de l'OTAN et de gloire russe. Mais elle ne pouvait pas aller plus vite qu'un message vibrant sur le téléphone de quelqu'un, atteignant directement un groupe de discussion voisin contre les mensonges. Ce n'était que le début. Le feu avait été allumé, et les réseaux sociaux en sont devenus l'oxygène. 14 mois et beaucoup de petits incidents. En mars 2022, des vidéos de Boutcha, banlieue de Kiev, sont apparues sur les écrans russes avant que le Kremlin ne les efface. Des corps gisaient dans les rues, mains liées, et des impacts de balles à l'arrière du crâne. Certains portèrent des pantoufles, comme s'ils étaient sortis chercher du pain et n'étaient jamais rentrés chez eux. Moscou a qualifié cela de mise en scène, une production hollywoodienne, affirmant qu'il s'agissait de faux sang et d'acteurs de crise. Des millions de Russes ont regardé quand même, la vidéo transmise par des amis qui n'ajoutaient aucun commentaire, juste un seul emoji, un cœur brisé. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le mensonge officiel sonnait creux, fragile, comme du contreplaqué bon marché peint en or. Les mères qui avaient applaudi l'opération militaire spéciale en février fixaient maintenant leurs écrans et se demandaient pourquoi leur fils mourait pour créer des scènes comme celle-ci. Le récit du libérateur est devenu plus sombre, élargissant encore le fossé entre Poutine et son peuple. La menace vient aussi de la culture qui se crée derrière l'écran, pas seulement des images partagées. Le Kremlin redoute la révélation de la violence et la perte de respect, notamment via des mèmes sur la taille de Poutine. Ces séances photo torse nu ou son obsession pour les longues tables peuvent sembler inoffensives, mais elles ébranlent le mythe qu'il a mis des décennies à construire. Une image virale montrait Poutine assis à une table de 6 mètres, en face du président français Emmanuel Macron. La légende disait « Niveau de distanciation sociale, dictateur », partagé plus de 2 millions de fois avant que le gouvernement tente de la bloquer.
Un dirigeant qui gouverne par la peur ne peut se permettre de devenir une blague. Quand le mythe devient ridicule, la peur diminue, et le ridicule se répand aussi vite qu'un retweet. Les jeunes Russes n'ont jamais cru au mythe. Plus de 30 millions de moins de 30 ans n'ont aucune fidélité au journal du soir de la chaîne 1. Ils ont grandi en ligne, faisant défiler la télévision d'État comme leurs parents zappaient les téléachats. En 2024, 68% des 18-24 ans s'informent via les réseaux sociaux, plutôt qu'à la télévision, selon le centre Levada. Ils voient des images de drones montrant des colonnes russes en feu près de Kharkiv, lisent des enquêtes estimant des centaines de milliers de pertes russes, et observent des maires au Daghestan bloquer les routes. Pour stopper une nouvelle conscription, ils ont découvert que le palais de Poutine sur la mer Noire a coûté plus de 100 milliards de roubles, alors que leurs pensions sont gelées depuis des années. À chaque fermeture d'une chaîne Telegram par le Kremlin, 10 autres émergent sur des serveurs au Kazakhstan, en Islande ou en Estonie. Poutine n'était pas préparé à cette rébellion et perd du terrain notification après notification. La Russie n'est pas la première à subir ce type de rébellion numérique, et connaître l'issue pourrait expliquer l'hésitation de Poutine. Lors du printemps arabe de 2011, les réseaux sociaux ont contribué à renverser des régimes en connectant des inconnus et en exposant la violence en Égypte. Une publication Facebook sur l'activiste Khalid Saïd battu a mis fin aux 30 ans de règne de Hosni Moubarak en Tunisie. Presque tous les manifestants utilisèrent les réseaux sociaux pour s'organiser, même lorsque le gouvernement tentait de bloquer l'histoire. En 2019 à Hong Kong, les manifestants se coordonnaient en via Telegram et AirDrop. Près de 2 millions de personnes sans leader ont envahi les rues, évitant gaz lacrymogène et arrestations. Puis l'Iran. En 2022, les applis chiffrées ont sauvé les femmes défiant les lois sur le hijab. Ces vidéos de fusillades ont touché plus de 100 millions de personnes dans le monde. La version russe est plus discrète, mais tout aussi puissante. Telegram et WhatsApp sont désormais des espaces civiques où des millions de Russes peuvent s'exprimer librement, ce qui leur était impossible en public. Ces recointes numériques sont difficiles à surveiller et presque impossibles à fermer sans risque d'aggraver la situation. Le Kremlin ne peut prévoir ni contrôler ce retour de bâton, ce qui rend Poutine furieux. Il sait que ces applications sont efficaces, il a vu des personnes comme lui être renversées, mais il ne peut pas les arrêter. Puis, en juin 2023, cela s'est produit, et la panique que ressentait Poutine auparavant a doublé. Evgueni Prigojine, chef de guerre créé par Poutine, nourrissait dictateurs africains et écoliers russes via la même société, puis a dirigé son armée privée vers Moscou. Pendant 24 heures, le pays a suivi les événements en direct sur Telegram. Prigojine a diffusé des vidéos depuis un cockpit, ridiculisant le ministre Shoigu qu'il a qualifié de clown en épaulettes et promettant d'éliminer le mal au sein du ministère de la Défense. La télévision d'État diffusait seulement des documentaires sur la nature pendant que la capitale se préparait à la guerre civile. Poutine est ensuite apparu à l'écran, la voix tremblante de rage. Il a parlé de trahison et de coups de poignard dans le dos. Mais le mal était fait. Des millions de personnes ont vu que l'empereur pouvait être défié, qu'un homme avec 25 000 mercenaires et un smartphone pouvait paralyser le pays. Avant le déjeuner, la mutinerie a échoué avant la nuit. Prigojine est mort 2 mois plus tard dans un accident d'avion, mais les images sont restées en ligne. Chaque vidéo des colonnes Wagner traversant Rostov sans opposition est devenue une pièce permanente dans le musée de la fragilité du Kremlin. Poutine n'a jamais paru aussi faible, et chaque Russe ayant un téléphone le savait. Cette humiliation a tout accéléré, les choses et moi se sont resserrées, la paranoïa a augmenté. Cette paranoïa est désormais impossible à cacher. Lors des élections régionales en septembre de cette année, ces scrutins étaient censés être une formalité, une simple validation tranquille pour les fonctionnaires loyaux dans 34 régions. Mais au lieu de montrer son contrôle, le Kremlin a révélé sa panique. Les responsables n'ont pas fait confiance aux citoyens pour s'exprimer librement, même pas le temps d'un week-end. Cette peur a conduit à l'une des répressions numériques les plus désespérées de ces dernières années. Elle a touché 50 millions d'électeurs. Dans le silence qui a suivi, une chose est apparue. Poutine et ses responsables sont paranoïaques. En octobre, un phénomène étrange est apparu en Russie. Dans 34 régions, les gens ont constaté le même problème. Telegram ne se chargeait plus. WhatsApp ralentissait tellement que les messages restaient là, non envoyés, comme des voix piégées dans une bouteille. Au début, les responsables ont accusé des problèmes techniques, comme si la moitié du pays avait trébuché sur le même câble, mais personne n'y a cru. Des observateurs indépendants ont examiné la situation de plus près et ont découvert quelque chose de difficile à ignorer. Les pannes correspondaient aux régions qui venaient d'organiser des élections. Ce n'était pas un bug, mais une coupure délibérée du Kremlin, utilisant des contrôles internet coûteux pour imposer le silence. Le timing était révélateur. La coupure a eu lieu
alors que les gens partageaient des informations sur le vote, des signalements de fraude à Kazan, d'intimidation à Novosibirsk et des projets de protestation dans les groupes de discussion. Après des mois d'organisation, les groupes d'opposition se retrouvaient isolés. Les chaînes Telegram à large audience étaient hors service. À Yekaterinbourg, une militante a vu son équipe se dissoudre faute de messages envoyés. La désorganisation a causé 200 arrestations évitables et a aussi affecté les journalistes. Ils misaient sur des discussions chiffrées pour vérifier les rapports, comparer les photos des bulletins et confirmer les bureaux de vote vides. Quand la panne a eu lieu, le système s'est effondré. Les sondages suggéraient une fraude possible sur 15% des voix. Sans communication, ces histoires sont restées inconnues. Les électeurs confrontés à de longues attentes ou à des activités suspectes n'ont rien obtenu. Certains ont roulé des heures pour trouver les bureaux de vote fermés. Il ne s'agissait pas seulement de semer la confusion, mais de contenir la situation. Le Kremlin cherchait à étouffer la vérité, quitte à isoler les familles et anéantir tout espoir. La Russie avait déjà utilisé des coupures numériques lors de moments politiques tendus, mais cette fois, cela semblait différent. C'était précipité, nerveux et bâclé. Avant, le Kremlin utilisait la propagande et investissait massivement dans les médias d'État pour influencer l'opinion. Désormais, il coupe totalement les liens. Dans certaines régions, la coupure a duré jusqu'à 48 heures. Ce changement en disait plus que n'importe quel communiqué de presse. Le gouvernement savait que les gens ignoraient la télévision d'État et s'écoutaient, ce qui était dangereux. Mais le silence n'a pas duré. Les gens ont contourné cela. Téléchargement de VPN, plus 300%, signal plus 1 million d'utilisateurs russes. Certains sont passés complètement hors ligne, se rencontrant en personne et échangeant des notes dans les parcs pendant que la police surveillait. Ces solutions de contournement ont aidé, mais elles ne pouvaient pas tout régler. À la fin des élections, le message était clair. Le Kremlin redoutait autant les conversations que les manifestations, qu'il ne pouvait pas contrôler. Cette peur grandissait, et à huis clos, quelque chose de nouveau commençait déjà à être construit par le régime de Poutine pour résoudre cette inquiétude. Ce système visait à rassembler des millions de personnes dans un espace numérique entièrement surveillé par l'État. Présenté comme pratique et patriotique, son but réel était le contrôle. Chaque clic, message et transaction serait suivi, analysé et archivé. Ce système avait un nom. Max est sans doute en prison de haute sécurité. Max est une plateforme élégante tout en un, visant à simplifier la vie moderne en Russie. Elle promettait de la commodité en combinant messagerie, paiement, services de gouvernementaux, actualités et réseaux sociaux dans une seule application. Le lancement visait jusqu'à 100 millions d'utilisateurs. En surface, elle semblait soignée. Son design rappelait des plateformes familières comme Vcontact, mais le contenu penchait fortement vers des messages approuvés par l'État. Cependant, sous cette interface épurée, se cachait quelque chose de bien plus puissant, un moteur de surveillance conçu pour tout observer. Des données centralisées impliquaient un contrôle centralisé. Chaque conversation, chaque dépense, chaque localisation était intégrée à un système qui suivait les citoyens en temps réel. Les données n'étaient pas seulement stockées, mais aussi croisées, avec les vastes bases du service fédéral de sécurité, dont certaines comptaient déjà plus de 10 millions de dossiers. Le résultat était un filet numérique, vaste et invisible, capable d'attraper quiconque sortait des rangs. Aucun utilisateur n'était donc en sécurité, le gouvernement n'ayant rien laissé au hasard. Il a particulièrement incité Max chez les employés du secteur public, si bien que plus de 2 millions de fonctionnaires ont été discrètement amenés à installer l'application. Les obéissants ont obtenu un renouvellement de passeport accéléré et des primes jusqu'à 50 000 roubles. Ceux qui hésitaient faisaient face à des menaces discrètes, à l'insécurité de l'emploi, à des contrôles fiscaux et à d'autres formes de pression. Pour beaucoup, Maxime n'était pas un choix, mais un compromis. La sécurité l'emporte souvent sur la vie privée dans un pays où la dissidence peut conduire en prison ou pire. Pourtant, tout le monde n'est pas convaincu. Les Russes qui comprennent les risques de la surveillance numérique tirent fortement la sonnette d'alarme. Les jeunes, experts en technologie et journalistes indépendants, perçoivent Max tel qu'il est, contrairement à Telegram ou WhatsApp. Max ne se contente pas de suivre ce que vous avez dit, il suit aussi à qui vous l'avez dit, quand vous l'avez dit, et où vous étiez, quand vous l'avez dit. Il surveille les paiements, signale toute activité financière inhabituelle et établit des profils détaillés des utilisateurs. Lors des premiers essais, ces intelligences artificielles prédisent la participation aux manifestations avec 85% de précision. Incroyable. Un document divulgué a révélé des projets pour connecter Max à la reconnaissance faciale des caméras de rue, faisant de chaque téléphone un outil de suivi. Malgré les avertissements, l'application s'est rapidement répandue. Les choses ont empiré depuis. Depuis le 1er septembre, le gouvernement russe exige que l'application Max soit préinstallée sur tous les téléphones et tablettes vendus en Russie. De cette façon, il est impossible d'échapper à son emprise ou à son filet.
Le Kremlin veut que les gens dépendent de lui pour payer leurs factures, déclarer leurs impôts et accéder à leurs dossiers médicaux. À chaque mise à jour, Max resserre son emprise, devenant une laisse numérique, subtile mais ferme. Des histoires ont même commencé à émerger concernant des utilisateurs arrêtés après avoir envoyé des messages suspects. Des familles sont probablement déchirées. Des vies changées juste à cause d'un algorithme qui a désigné quelqu'un comme menace. Tandis que Max grandissait, une autre force agissait en secret pour renforcer le contrôle. Raskomnadzor, l'agence fédérale de censure russe, était active depuis des années, bloquant plus de 500 000 sites web depuis 2012. Mais cette année, elle est devenue partie intégrante d'une campagne plus large et plus agressive, visant à dominer l'espace numérique. L'agence a commencé à bloquer des sites web à un rythme de 1000 par jour. Les plateformes de réseaux sociaux étaient ralenties, jusqu'à atteindre presque la vitesse d'une connexion bas débit. Les entreprises non coopératives recevaient de lourdes amendes, Meta et Google totalisant 50 milliards de roubles, environ 615 millions. Assez drôle, c'est la plus faible amende. L'an dernier, un tribunal russe a condamné Google à une amende de 2 indécillions de roubles, soit plus que le produit intérieur brut mondial. La loi sur l'Internet souverain, adoptée en 2019 et appliquée en 2024, permet à Raskomnadzor d'isoler légalement la Russie d'Internet mondial. Dans certaines régions, les tests ont réduit le trafic de 90%, montrant que le Kremlin pouvait couper l'accès à tout moment. Pourquoi ? Des réseaux sociaux moins efficaces aident Poutine à mieux dormir. Ainsi, ensemble, Max et Raskomnadzor ont mis en place un système de contrôle glaçant. Max transmet directement les données entre les mains de l'État, alors que des pétaoctets de données arrivent à Moscou. Raskomnadzor agit pour réduire au silence les voix avant leur propagation. Il supprime plus d'1 million de publications chaque mois, ciblant la dissidence et façonnant la perception publique avec une précision quasi parfaite. Ces outils surveillent l'opposition, facilitent des descentes à l'aube, des coupures numériques et manipulent l'opinion en temps réel. Les conséquences économiques ont été graves, certaines entreprises perdant jusqu'à 20% de leurs revenus à cause de leur dépendance aux plateformes mondiales. L'innovation ralentit, et la fuite des cerveaux s'aggrave. Plus de 500 000 spécialistes informatiques partis depuis 2022. On ne peut pas être expert en informatique sans accès à l'information et à la technologie. Mais même si le Kremlin resserre son emprise, sa stratégie commence à se retourner contre lui. Plus il tente de cacher la vérité, plus elle circule. Des chaînes Telegram sont revenues sur des serveurs alternatifs au Kazakhstan. Des sites miroirs diffusent des articles interdits de Medusa, à plus de 30 millions de lecteurs mensuels. L'utilisation des VPN a également explosé. Malgré la menace de licenciement ou d'arrestation, les Russes ordinaires continuent de tout risquer pour rester connectés et libres. En dehors de la Russie, la diaspora et les journalistes indépendants font de leur mieux pour amplifier les voix que le Kremlin tente d'effacer. Plus d'1 million d'exilés en Europe et aux États-Unis dirigent des chaînes numériques atteignant 100 millions de personnes. Ils diffusent des vidéos d'échecs militaires, comme l'incursion de Koursk en 2025 où les Ukrainiens ont avancé de 50 km. Ils dénoncent la corruption, révélant qu'1 billion de roubles ont été détournés vers des yachts de luxe. Ils diffusent dans des images de manifestations, qui sont ensuite relayées en Russie via des applications chiffrées et des republications. Si le Kremlin veut le cacher, il le révèle, il montre qui est vraiment Poutine. Au-delà des discours patriotiques, le champ de bataille numérique n'est plus théorique. C'est une guerre forçant Poutine à combattre sur 2 fronts. Les missiles ne peuvent malheureusement pas stopper les pixels. En outre, pare-feu et amendes ne stoppent pas la diffusion des idées entre appareils et frontières vers des esprits résistants. Le Kremlin a bâti une forteresse numérique, pourtant vulnérable de l'intérieur. Les gens trouvent des fissures dans les murs, et chaque fissure devient une fenêtre sur la vérité, laissant entrer la lumière dans des vies qui ont longtemps été maintenues dans l'obscurité. Ces fissures s'élargissent, chaque jour, faisant trembler toute la structure. À mesure que les peurs de Poutine grandissent, sa paranoïa aussi. La Russie favorise ses propres applications et s'isole des plateformes mondiales, rendant l'ironie flagrante. Instagram, bloqué depuis 2022, avait 80 millions d'utilisateurs qui mirent désormais vers des canaux clandestins. Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok et même les appels WhatsApp ont disparu, tous réduits au silence. YouTube est ralenti, privé de monétisation et de plus en plus inaccessible, tandis que Google Actualité et d'autres médias occidentaux disparaissent derrière des pare-feux. Le Kremlin soutient ses propres substituts, comme Vkontakte, Rutube et les services Yandex. La demande de contenu non censuré augmente, 70% des internautes cherchant activement des alternatives. Les gens exigent des informations et preuves sur l'envoi de leurs fils dans des assauts inutiles, et chaque interdiction renforce cette demande.
Plus Moscou essaie de sceller les frontières numériques, plus les Russes ordinaires se tournent vers des réseaux clandestins. Aux réseaux sociaux, la peur règne au Kremlin, et l'espoir est entre les mains du peuple.